de nous rejoindre pour cette table ronde sur la contribution du secteur du digital à la décarbonation de notre économie et des infrastructures numériques. Pour monter cette table ronde qui a été organisée entre à la fois Europlace et Infranum, qui est la fédération des infrastructures numériques en France, on a essayé de mobiliser des intervenants qui vont nous donner une vision un peu 360 degrés de cette problématique, à la fois avec des industriels qui vont être représentatifs de la chaîne de valeur, puis avec des acteurs financiers et juridiques avec qui on pourra avoir une vision à 360 degrés. Pour commencer, alors je vais déjà peut-être me présenter. Marianne Brunat, donc moi je travaille pour Orange Wholesale au niveau des infrastructures et je suis présidente de la commission internationale d'Infranum. Et pour commencer et cadrer cette table ronde, qu'on va essayer de faire tenir dans les 45 minutes, de manière à ce qu'on puisse échanger avec vous sur les questions que vous pourriez vous poser, je vais donner la parole à Philippe Legrand, qui est le président de cette fédération Infranum et qui va essayer de nous donner un cadre général de cette problématique. Philippe, à toi. Je vais essayer. Merci Marianne. Et je ne vais pas être trop long car on a une belle table de gens qui vont nous inspirer et nous donner des éléments de compréhension. La décarbonation qu'induisent les infrastructures numériques est particulièrement forte et croissante. On sous-estime à quel point l'impact de nos réseaux, de nos projets peut être important dans bien d'autres secteurs. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'Infranum a été missionné au sein du Haut Comité numérique éco-responsable, nous avons tenu à porter l'analyse, qui sera partiellement décrite tout à l'heure, à porter l'analyse de notre contribution, en quoi les réseaux de territoires connectés et durables, les infrastructures numériques pouvaient contribuer à la décarbonation de tout un tas de secteurs. Je vais prendre quelques exemples tout de suite pour d'abord situer les intérêts et pourquoi les collectivités intègrent cette dimension décarbonation, ou les collectivités ou les porteurs privés de projets, la décarbonation dans les indicateurs clés de réussite de leurs projets de territoires connectés et durables. On peut parler de maîtrise des flux d'énergie, des flux d'eau, enfin, toutes les ressources naturelles, et aussi les flux de population dans les territoires. Voilà, qui ont un impact, un dividende environnemental très fort. Donc la décarbonation des autres secteurs grâce au projet du numérique, c'est une chose, mais il y a aussi autre chose, c'est comment notre filière peut et doit se montrer exemplaire dans ses propres pratiques. Et là, vous avez peut-être en tête l'étude de l'ARCEP qui est commise maintenant chaque année et qui atteste du fait que l'empreinte carbone générée par les infrastructures numériques vient finalement un peu de la construction des réseaux, à hauteur de 5%, construction et exploitation des réseaux d'infrastructures, qu'ils soient mobiles ou fixes, pour 5%. Un peu également de l'hébergement et l'exploitation des données à hauteur de 15%, et beaucoup de l'utilisation et du renouvellement de nos devices qui pèsent 80% de l'empreinte carbone du numérique. Donc quand on comprend bien, on est sur une empreinte carbone qui est directement liée à notre propre usage individuel. En revanche, et c'est mon plaidoyer, pour les infrastructures numériques et pour faire en sorte qu'on intègre bien cette dimension de décarbonation de notre société au sens large dès lors qu'on investit dans les infra numériques, on voit bien qu'au contraire, tout le reste a un impact extrêmement positif. Alors pour savoir, oui, le numérique, les infrastructures numériques, c'est 2,9% de la contribution de l'émission des gaz à effet de serre par rapport à l'ensemble. Donc 2,9%, ça va en croissant, donc il faut qu'on soit éco-responsable. Mais 2,9%, donc 80% par nos devices. Donc ça, c'est l'étude ARCEP-ADEME qui avait été réalisée et qui est renouvelée chaque année. Mais je voudrais vraiment que vous ayez bien en tête, et ça sera illustré tout à l'heure, le côté positif de la digitalisation, dès lors qu'elle est pensée de façon responsable, bien entendu, dès lors qu'elle est intégrée dans des schémas stratégiques. Bien entendu également, mais le côté positif de ces projets d'infrastructures numériques au sens large. Voilà, c'est juste un propos introductif pour situer que, d'une part, nous sommes un outil de contribution à la décarbonation, et on aura moult exemples tout à l'heure, et j'y reviendrai si nécessaire. Et d'autre part, la contribution de l'émission des gaz à effet de serre de l'industrie numérique au sens large vient avant tout de notre usage et de notre consommation individuelle. Si nous faisons durer nos smartphones, par exemple, 2 fois plus longtemps qu'aujourd'hui, c'est-à-dire au moins 4 ans, aujourd'hui c'est plutôt 2 ans la durée de vie d'un smartphone, on divisera par 2 l'empreinte carbone directe du numérique en soi. Alors, je ne dis pas que supprimer ces emails, etc. ne sert à rien, mais
c'est négligeable à côté du fait de faire durer nos équipements. Et je suis désolé pour tous ceux qui aujourd'hui vendent beaucoup d'équipements. Mais c'était un peu le propos introductif. Et vous avez dans ce panel des gens de la filière qui, Antoine à côté de moi et Marie également, mais bon, qui sauront, et Marianne, qui sauront exprimer peut-être dans le détail quelques exemples de projets. Alors, si on comprend bien, on va travailler sur 20% de 2,8% de l'énergie, mais quand même, on peut faire pas mal de choses là-dessus. Alors, on va peut-être commencer, Thibaut, si tu veux bien te présenter et nous donner un peu la vision, on va dire, un peu globale d'un acteur financier qui intervient beaucoup dans le secteur. Et alors, sur 3 niveaux, peut-être un, qu'est-ce que ça représente, enfin, comment est-ce que vous analysez en amont des projets cet aspect transition énergétique sur les projets, et 2, quels sont les leviers que vous activez aussi sur les projets que vous avez déjà en portefeuille. Voilà, je sais que tu as une vision large et que tu peux nous donner pas mal de choses là-dessus. Merci Marianne, bonjour à tous. Donc, je suis Thibaut Contat-Desfontaines, je suis co-head du business Infra Equity Europe d'UBS Asset Management. Nous, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on a investi en infrastructure et dans le digital. On a un mix de fonds UBS, mais aussi de mandats qu'on a avec des gros investisseurs. Et on a investi dans la fibre, dans les data centers, dans les telecom towers aux US et en France. Donc, pour répondre à ta question, alors, nous, on a investi vraiment sur les 3 grosses verticales du digital, donc la fibre, les data centers, les tours télécoms. Et nous, dans nos décisions d'investissement, bien sûr, on regarde le retour, le TRI qui serait envisagé pour le business. Et pour ça, on doit regarder, bien sûr, la régulation, la géographie, mais aussi la politique RSE rentre en compte dans nos décisions d'investissement. Nous, quand on fait un investissement, on va regarder un petit peu le business plan, bien sûr, de l'entreprise, l'environnement dans lequel il évolue, mais aussi comment on va pouvoir maximiser, on va dire, la politique de réduction de la consommation d'énergie. Par exemple, quand on a investi dans la fibre en France, on a investi dans Altitude Infra, on avait regardé dans nos due diligence qu'il y avait une transition de la fibre, enfin, du cuivre à la fibre. Ben, ces transitions étaient importantes en matière d'énergie. Il faut savoir que un réseau fibre consomme 20% d'énergie par rapport à un réseau cuivre. Donc ça, c'était un sujet important, mais c'était important en termes de RSE, mais aussi en termes de retour, parce que ça veut dire qu'il y aurait un besoin potentiellement plus important que prévu de déployer de la fibre en France ou dans les géographies où il y aura ce décommissionnement de la fibre. Quand on regarde aussi nos investissements, par exemple en data center, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un data center? C'est un power play, donc ce qu'il faut, c'est sécuriser de l'énergie, mais aussi être efficace. On a ce qui s'appelle le PUI, qui est l'indice d'efficacité énergétique, et soit vous pouvez l'améliorer on va dire, en ayant une infrastructure qui est plus efficace, ça veut dire soit qui permet de réduire la consommation d'énergie, ou l'utiliser de façon meilleure. Par exemple, nous, on construit des data centers, par exemple, à Manchester, où la chaleur que produit le data center est réutilisée pour la communauté locale en créant des relais de chaleur qui permet justement d'éviter cette perdition d'énergie. Par exemple aussi, on construit un nouveau data center avec des générateurs qui utilisent du HVO, c'est-à-dire de l'huile végétale hydratée, qui permet justement d'utiliser moins de fuel à carbone. Donc tous ces éléments, on va dire, sont pris en compte dans nos due diligence, puisqu'on a des fonds article 8, et on est obligé, on va dire, de prendre en compte tous ces éléments dans nos décisions d'investissement. Sinon, on est en breach de nos engagements vis-à-vis de nos investisseurs. Donc, c'est quelque chose vraiment qu'on doit prendre en compte dans nos comités d'investissement. Un fonds article 8 tu peux développer ça? Oui, bien sûr. Alors, donc, il y a plusieurs degrés, on va dire, d'exigence en matière de RSE et de transition énergétique. Et ce sont des standards qui sont développés par la Commission européenne. Et certains investisseurs, par exemple, ne peuvent investir que dans certains degrés, on va dire, d'exigence en matière de transition énergétique. Donc, article 8, on va dire, c'est la première étape en termes de transition énergétique, que, en fait, l'investisseur,
si l'actif dans lequel ils ont investi ne remplit pas ces critères, ils s'engagent à mettre en place les différentes étapes, milestones, pour pouvoir, on va dire, être en adéquation avec ces critères d'investissement. Il y a aussi article 9 qui pousse encore un peu plus les exigences un peu plus loin, où il y a vraiment, on va dire, une volonté en plus qu'économique de rendre l'actif dans lequel on investit encore plus vert qu'un article 8. Donc c'est un niveau d'exigence, on va dire, en termes de transition énergétique. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être faire un focus sur deux éléments clés que sont nos infrastructures numériques. Tout d'abord, la partie réseau. Marie, si vous voulez bien nous décrire un petit peu l'activité d'Axione et puis nous dire ce qu'Axione fait sur la construction et l'exploitation de ces réseaux de manière à favoriser cette décarbonation. Bonjour à tous. Merci beaucoup de me donner la possibilité de m'exprimer aujourd'hui sur ce sujet qui est très important. Et moi, j'ai l'habitude de venir dans cette salle, mais normalement, c'est plutôt pour parler des projets plan national très haut débit, fermeture du cuivre, etc. Donc, je suis très contente de venir pour un sujet un petit peu nouveau et voilà, dont on parle peut-être pas encore assez dans l'industrie. Donc, Axione, c'est un opérateur d'infrastructure. C'est environ 700 millions de chiffre d'affaires, 3000 employés. Un opérateur d'infrastructure très intégré dans les territoires. Donc nos 3000 employés, ils sont répartis sur tout le territoire national. On a un profil assez proche d'Altitude Infra, dans lequel UBS a investi, enfin est actionnaire. Mais un profil assez spécifique par rapport à d'autres opérateurs télécoms. Donc on a un opérateur de réseau, on a un réseau majoritairement passif. Donc nous on est très peu, on a aucune maîtrise et on ne voit pas la bande passante en fait qui circule sur les réseaux. Et je disais donc un opérateur de réseau FTTH. On exploite environ 3 millions de lignes sur le territoire national, donc environ 10% des lignes. Tout à l'heure, Philippe le disait, 80% de la consommation, c'est les terminaux. Bon, ça, nous, on ne le voit absolument pas. Et en fait, nous, du coup, on voit 5% 5% un quart de ce qui reste en fait, donc qui est lié à la consommation de réseau. Donc c'est effectivement assez peu. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais voilà, par rapport à l'empreinte climatique du secteur, on représente uniquement 5%. Ça reste très important. Donc sur ces 5%, Axione, depuis plusieurs années, a décidé de prendre les choses en main, donc d'anticiper en fait des évolutions réglementaires qui vont s'imposer à tous et qui font grand bruit en ce moment dans la presse, notamment la semaine dernière via un de nos ministres. Mais voilà, donc on a essayé d'anticiper ces évolutions réglementaires. Et on a souhaité créer avec Philippe une mission au sein d'Infranum, donc qui rassemble la plupart des acteurs de la filière territoire réseau numérique en France. On a décidé de créer une mission dédiée à l'environnement, justement pour anticiper ensemble les bonnes pratiques et ce que Infranum souhaite mettre en avant. C'est important parce que ce qu'on souhaite mettre en avant, c'est aussi totalement cohérent avec l'analyse, le diagnostic qu'on tire en ce moment au niveau d'Axione des sujets qui sont vraiment majeurs pour nous. Depuis plus d'1 an, on réalise nous-mêmes notre bilan carbone dans le but d'avoir le bilan carbone le plus pertinent possible, c'est-à-dire avec le plus de flux physiques, donc qui nous permettent vraiment d'avoir une vision la plus proche possible de notre impact carbone.
Je vous le disais, on a un profil un peu particulier dans le monde des opérateurs. Je pense que par rapport à un opérateur comme Free ou Bouygues, on va avoir une répartition du bilan carbone très très différente. Nous, 95% de notre bilan carbone, c'est du scope 3. Et c'est du scope 3 qui vient en fait de la sous-traitance et de l'achat de fournitures. Donc en grande majorité, ça vient du tissu de PME ETI qu'on utilise en local pour faire des travaux, pour déployer des réseaux, pour exploiter les réseaux et l'achat de fibres optiques et d'équipements. Et les 5% restants, c'est notre scope 1, donc effectivement c'est finalement très peu. Donc ce scope 1 qui vient des locaux, du déplacement des véhicules, etc. Donc en fait on peut changer notre flotte de véhicules, on peut faire beaucoup de choses, mais en fait l'impact, on revient dans les 5% aussi de tout à l'heure, mais l'impact de faire ce type de mesure qui est importante reste à l'échelle d'Axione très relative. Donc, ce qu'on s'est dit assez vite, c'est l'intérêt d'agir sur ce scope 3. Ce scope 3, donc tout le tissu, enfin il y a des gros fournisseurs évidemment, mais il y a aussi tout le tissu d'ETI PME. On a fait une campagne de questionnaires auprès de nos principaux fournisseurs. On s'est rendu compte que la maturité, en termes de développement durable de nos partenaires est très relative. En fait, on a 10% de nos fournisseurs aujourd'hui qui ont une maturité sur le sujet assez importante et le reste, 0. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans une vraie démarche vis-à-vis des ETI PME qui aujourd'hui sont encore trop à l'écart de tous ces sujets de bilan carbone et derrière de stratégie carbone. Voilà, nous, Axione, on est lancé dans SBTi, on est lancé dans les stratégies. Mais en fait, si nous, on avance et qu'on n'arrive pas à faire avancer le tissu économique avec nous, enfin les gens qui sont générateurs en fait de notre bilan carbone, on va vite se trouver coincés avec des mesures qui en fait n'auront pas de réel impact sur notre stratégie carbone. Donc ça fait le lien avec Infranum. En fait, ce qu'on a essayé de faire au sein d'Infranum, c'est justement de construire un plan d'action et avec le CSF aussi. Donc on participe via Infranum aux travaux du CSF sur ces sujets-là. On peut-être nous dire ce qu'est le CSF aussi. Le comité stratégique de filière, donc qui rassemble l'ensemble des acteurs de la filière numérique, et donc avec tout un pan dédié à ces sujets de développement durable. Et nous, on a souhaité créer un groupe de travail spécifique à destination des PME du secteur. Et l'objectif, c'était de faire un diagnostic de tout ce qui existe aujourd'hui à destination des PME et de voir pourquoi aujourd'hui ça ne suffit pas pour les faire adhérer et les faire entrer dans une démarche de stratégie carbone. Concrètement, il y a quoi dans une stratégie carbone? Il y a quoi dans votre stratégie carbone? Qu'on se rende compte concrètement de ce qu'il y a à faire sur ces métiers. La stratégie carbone, c'est le bilan carbone, donc le diagnostic, et derrière, 2, la trajectoire. Donc ce que je disais par exemple avec le SBTi côté Axione. Donc nous, on construit notre trajectoire à 2030-2050 de réduction en fait de l'impact. Et donc c'est ça aujourd'hui qu'on essaye de pousser vis-à-vis de la filière, donc d'embarquer l'intégralité des PME, déjà dans une démarche de bilan carbone et derrière dans une démarche de trajectoire. Donc là-dessus, on travaille avec l'ADEME et la BPI, c'est assez concret, c'est quels moyens ont les PME aujourd'hui pour lancer leur bilan carbone. C'est de l'argent, évidemment, donc la BPI a mis en place des systèmes d'accompagnement, donc aujourd'hui, il faut les faire connaître. Et c'est aussi de la ressource pour pouvoir lancer ce type de projet. Et au sein d'Infranum, ce qu'on a souhaité lancer également, c'est la constitution d'un référentiel sectoriel sur les infrastructures télécoms. Donc il y a déjà des référentiels sectoriels qui existent, par exemple sur l'agriculture.
qui sont cofinancés par l'ADEME et qui permettent, en fait, sur toute une liste de postes d'équipements, etc., d'avoir, en fait, une indication de méthode de bilan carbone, voire d'un poids moyen carbone qui permettent à des acteurs qui n'ont pas les moyens aujourd'hui d'avoir une indication quand ils réalisent leur bilan carbone. Tout ça, ça permet effectivement d'avoir des bilans carbone plus pertinents et derrière de pouvoir construire des trajectoires carbone pour l'ensemble du secteur. Donc ça, c'était sur la partie amélioration de notre bilan carbone et comment on amène finalement l'ensemble de la filière à se perfectionner. Et pas uniquement les gros acteurs, hein, c'est toujours un peu le sujet. Et puis je voulais dire 2 mots aussi sur la CSRD. Donc, donc je disais tout à l'heure, apparemment, peut-être que ça serait décalé. Bon, nous, c'est pas grave. On se met en ordre de bataille pour être prêt. Donc, nous, l'obligation, c'est pour 2026 qu'on va essayer d'anticiper à 2025. C'est un travail titanesque enfin, je pense qu'on n'est pas les seuls, de récupération de données et derrière, voilà, de donner un sens à ces données. Et pour vous donner un exemple, on est lancé dans le sujet le travail de double matérialité qui nous permet d'identifier les data points vraiment pertinents pour notre activité. Je crois qu'il y a un peu plus de 1200 data points au total. Et là, dans ce qu'on commence à récolter des parties prenantes, on devrait remplir 90% des data points. Donc c'est vrai que ça va aussi, cette CSRD, ça va aussi provoquer des changements très importants pour des acteurs de taille moyenne qui n'étaient pas forcément aujourd'hui embarqués dans un travail aussi important sur ces sujets-là. Donc aussi une modification en profondeur de la culture de l'entreprise vis-à-vis de ces sujets. Merci beaucoup, Marie. Peut-être juste pour compléter, parce qu'effectivement, Orange est aussi opérateur d'infrastructures. Le gros levier pour nous, ce qui a été identifié, et là-dessus on est plutôt bon en France, c'est la mutualisation des réseaux. Et ça, c'est pour les opérateurs d'infrastructures. Dans le bilan CSRD qu'on va sortir effectivement cette année, puisque de toute façon, il y a une obligation, c'est vraiment le principal levier qu'on a sur nos réseaux. Alors, on va passer maintenant aux data centers. Antoine, alors les data centers n'ont pas forcément très très bonne réputation en termes de consommation d'énergie. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus et nous dire un petit peu ce que vous faites sur la partie data center? En effet, bonjour à tous. Lourde responsabilité que de représenter les data centers. En tout cas, merci Marianne et Philippe pour la responsabilité. Alors un petit mot peut-être sur Thésée. Donc on construit, on commercialise et on opère des data centers. Et on discutait à midi avec Thibaut. Sur le plan financier, on est dans du edge data center. Et en termes de marché, je crois que ça s'appelle enterprise colocation. Alors Thésée, on est sur une zone locale un peu particulière. On est sur l'ouest parisien. Donc effectivement, à 30 minutes de nos sites, il y a à peu près 80% des sièges du CAC 40. Donc effectivement, on est sur une zone locale un peu particulière pour un edge. Et d'ailleurs, en français, la traduction, c'est data center de proximité. Et de ce point de vue-là, ça renvoie bien à cette notion où dans cette classe de marché, il y a le côté humain qui compte assez fortement. Thésée, entreprise jeune, on est de 2021, reconnu parce qu'effectivement, sur la résilience, on est le seul de France à proposer du Tier 4 certifié en termes de résilience. Là, je pourrais expliquer après si dans le métier data center, c'est un niveau de sécurité assez remarquable. Et on est aussi sur le marché parisien un des plus clairs en matière de souveraineté, ce qui fait que pour la localisation des données, on a un positionnement spécifique sur le marché parisien. Et même si on est jeune, on est maintenant actuellement le fournisseur d'Asso Systèmes. On est la 3e zone cloud de la marque Outscale et du groupe France Télévisions. Donc voilà un peu le Thésée. Après, il se trouve que depuis quelques mois, à la demande de Philippe, je préside la commission data center de proximité d'Infranum. Donc là, je vais peut-être avoir un propos plus large, au moins sur les data centers edge, parce qu'effectivement, en termes de décarbonation, donc dans notre métier de edge, il y a la notion de proximité. Là, je parlais du 30 minutes de trajet.
Et il y a la notion du coup d'écosystème urbain, puisqu'en fait, on n'est pas au milieu de nulle part, on est forcément près de quelque part et près des clients. Je vois 3 points, moi, en termes de contribution à la décarbonation. D'une part, le premier point, c'est assez basique, c'est l'économie d'énergie. Parce qu'effectivement, on consomme beaucoup d'énergie, mais du coup, c'est notre métier, c'est la facture des clients à la fin du mois. Et donc, on a une vraie incitation à optimiser cette consommation d'énergie. Il y a un deuxième point qui est un peu plus original. On n'est pas encore beaucoup utilisé, mais je pense que ça va aller de plus en plus. On a un facteur d'équilibrage des réseaux électriques, puisque par construction, un data center, c'est plein de groupes électrogènes, et donc un data center est capable de s'effacer du réseau, puisque de toute façon, il est obligé de prévoir une redondance dans son énergie. Et troisième point, et là j'expliquerai juste après, les data centers peuvent arriver sur les prochains bâtiments et je qualifierais d'énergie positive. Thibault l'a un peu évoqué, et effectivement, la prochaine génération de data centers va avoir quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là. Alors si je reviens un peu sur la partie économie d'énergie, Thibault effectivement introduisait la notion de PUE ou PUE. C'est effectivement l'électricité, ou plutôt l'énergie, consommée par le data center pour refroidir les serveurs. Parce qu'effectivement, dans notre métier, en fait, on dit qu'on consomme beaucoup d'énergie, mais finalement, il y a une partie qui n'est pas de notre fait. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'énergie consommée par les serveurs de nos clients. Parce qu'il faut oublier que nous, on héberge les serveurs, ce n'est pas nos serveurs. Donc ça, c'est les économies d'énergie des serveurs, c'est plus lié à nos clients et aux constructeurs. Et après, il y a l'énergie du data center pour refroidir. Et le PUE, c'est effectivement ce ratio. Typiquement, quand on parle d'un PUE de 2, c'est qu'il faut qu'on consomme 1 kW pour refroidir 1 kW de serveur. Aujourd'hui, une salle informatique qui date d'il y a 10 ou 15 ans, elle est à 2. Donc effectivement, c'est du 1 pour 1. Dans les data centers Edge, en moyenne, les bâtiments sont construits aujourd'hui, ceux qui tournent sont entre 1,3 et 1,5. Donc on est sur 50 à 70% d'économie d'énergie sur la partie refroidissement. Après, Thésée, on a voulu faire mieux que les autres, on est à 1,2, mais voilà, globalement, le secteur et l'obligation européenne est à 1,3. Et on fait comment? On fait comment? C'est pour l'essentiel de l'investissement dans des méthodes de refroidissement. Peut-être certains d'entre vous ont vu passer le terme free cooling. Donc, pour le dire simplement, tant qu'il ne fait pas trop chaud dehors, on fait de la ventilation et non pas de la climatisation. Et après, on a pas mal de techniques, quand on investit suffisamment, pour optimiser cette ventilation et même la faire tenir, y compris quand la température extérieure est même un peu plus élevée que la température de la salle. Là, on utilise par exemple de la pulvérisation d'eau. Donc, ah oui, mais on consomme de l'eau. Donc après, il y a un équilibre entre la consommation d'électricité et la consommation d'eau. Mais globalement, dans notre métier, c'est le métier d'optimiser justement cet équilibre entre l'eau, l'électricité et l'énergie qu'on demande qu'on facture à nos clients. Et ça, peut-être, je peux d'ajouter, ça dépend un peu du type de client. Il y a des clients qui s'appellent HPC, donc c'est High Power Computing. Ils ont besoin de beaucoup d'énergie, très rapidement, et sur des surfaces assez restreintes. Donc, par définition, ces types de clients vont dégager beaucoup plus de chaleur et on va avoir besoin de cooling beaucoup plus sophistiqué. Si vous avez des clients qui utilisent un petit peu d'énergie et justement n'ont pas besoin de choses très sophistiquées. Nous, par exemple, dans nos data centers, on avait du cooling à l'eau, dont tu parlais. Et pour réduire la consommation d'eau, on a changé de technologie pour avoir plutôt utilisé du gaz, qui permet de rester, on va dire, dans la même structure et utiliser un peu moins d'eau. Pour ce type de client, en termes de retour sur investissement, parce que nous sommes des investisseurs, donc on ne va pas mettre des choses très sophistiquées ou très coûteuses pour des clients qui ne consomment pas beaucoup d'énergie, mais par contre, pour des clients qui sont plus sophistiqués ou ont besoin beaucoup plus d'énergie, on va réfléchir avec eux d'ailleurs au système de cooling qui fonctionne bien pour eux et qui sont économiquement viables aussi. C'est parfait, ça fait la transition avec mon troisième point. Je reviendrai sur le deuxième point après. Donc, effectivement, le premier point, c'était l'économie, tout simplement, d'énergie par rapport à ce qu'on peut avoir dans une salle informatique isolée. Alors, le troisième point, je parlais d'énergie positive. La prochaine génération de bâtiments, effectivement, va être conçue pour mettre à disposition, via la récupération de chaleur, plus de chaleur que la chaleur consommée pour le refroidissement. Et donc là, c'était évoqué, là, il y a le cas d'un Edge Data Center près de Manchester, mais effectivement, les bâtiments, maintenant, quand on les construit et quand on les conçoit en termes de data center, on les prévoit pour la récupération de chaleur. Il se trouve que c'est une obligation réglementaire, mais c'est du bon sens pour le coup. Là, on peut saluer la réglementation qui est du bon sens. Et quand on est en Edge Data Center, je parlais tout à l'heure d'écosystème urbain. Et donc, de toute façon, on est proche de nos clients, proche de
clients potentiels de cette chaleur. Et on va avoir des bâtiments qui vont du coup mettre à disposition via les réseaux de chaleur plus de chaleur que celle qui est utilisée pour le refroidissement des serveurs. Il y a un autre point là par rapport au HPC. On a une rupture technologique dans le milieu data center, même si on fait que du housing, on a une vraie dynamique technologique avec le refroidissement à eau. Alors après, à gaz, là je maîtrise un peu moins, mais sur l'eau, via le DLC pour Direct Liquid Cooling. Et là, c'est une technologie qui permet d'aller beaucoup plus loin dans l'optimisation de la ventilation. C'est parce qu'au lieu de mettre de l'air sur les processeurs, et donc là ça impose d'avoir de l'air qui est à 22-25 degrés, on peut mettre de l'eau sur les processeurs. Et à ce moment-là, on peut avoir de l'eau à 40 degrés. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Ça change que cette eau, quand on va la refroidir, elle sera plutôt à 50 degrés. Et donc, tant qu'on est, on va dire, en climat tempéré européen, la température extérieure est inférieure à la température de l'eau qui arrive pour être refroidie. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir des systèmes qui vont être la quasi-totalité de l'année, si ce n'est pas toute l'année, en ventilation. Et donc, on va, dans certaines configurations, suivant les besoins des clients, s'abstraire complètement de la climatisation. Et donc, tout à l'heure, on parlait des PUE, donc on était à 2 dans une salle informatique. Aujourd'hui, sur les bâtiments de production air, on est entre 1,3 et 1,5. On va pouvoir travailler sur des PUE à 1,1, 1,05 sur ce type de profil d'utilisation. C'est-à-dire des gens qui sont fortement consommateurs d'électricité, qui travaillent en direct liquid cooling et qui, du coup, nous permettent de travailler sur des régimes de température, 40 degrés sur le microprocesseur, 50 degrés quand il faut refroidir sur le toit. Et donc, c'est là où on va être dans une dynamique technologique, où on a une nouvelle marche qui arrive et un nouveau facteur d'optimisation. Ça coûte très cher en termes d'investissement ? Globalement, par rapport à votre activité, quel type de... Ça représente quel volume d'investissement, quel impact sur vos prix pour un... Alors, c'est là où on va avoir un sujet à neuf versus refurbish. C'est-à-dire que si un bâtiment à neuf conçu de cette manière-là ne coûte pas forcément beaucoup plus cher qu'un bâtiment à neuf classique. Par contre, il y a un vrai sujet après de rénovation et de reconfiguration des bâtiments anciens. Okay. Et alors, je vais revenir maintenant au deuxième point qui était le facteur d'équilibrage du réseau. Effectivement, on a du coup l'optimisation de la consommation, on a le côté énergie positive dans le sens où on va relâcher plus de chaleur qu'on en consomme nous-mêmes. Et enfin, on est aujourd'hui sur les réseaux électriques dans un sujet où comment est-ce qu'on passe les heures de pointe en hiver. Typiquement, en particulier l'hiver, quand il n'y a pas de vent et pas de soleil. Et que tout le monde, en plus, utilise son chauffage et rentre chez lui pour cuisiner entre 18h et 20h. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais je crois qu'en face de ça, ça nécessite des capacités de production et des investissements en face. D'ailleurs, je crois que même il y a eu, depuis 10 ans, un marché de capacité. Mais il se trouve que nous, côté data center, quand on est au cœur de l'hiver et qu'il fait froid, on a beaucoup de marge. Et autant l'été, on fait très attention à nos infrastructures, autant nous-mêmes, on programme tous nos travaux l'hiver, puisqu'en fait, c'est le moment où nos infrastructures sont les moins tendues par rapport au refroidissement. Et deuxième élément, par construction, on se doit d'avoir des groupes électrogènes pour la totalité de notre puissance, et même d'avoir la puissance en réserve au cas où un groupe électrogène serait en panne. Voire même, nous, on en a même 2 fois plus sur un site. Et il faut avoir en tête qu'on est capable de s'effacer. Alors vous allez me dire, ça consomme du fioul. Oui. Ou du HVO, mais bon, d'une manière générale, il faut quelque chose à brûler. Par contre, il y a un abac en termes d'intérêt collectif, et on parle d'optimisation, on parle de décarbonation, sur le fait que les data centers peuvent être un élément de contribuant au marché de capacité, puisque sur 2 heures, on ne va pas consommer beaucoup de fioul, et donc on est capable de s'effacer 2 heures, 3 heures très facilement, typiquement sur des heures de pointe d'hiver. Comme tu dis, de s'effacer, est-ce que vous êtes capable aussi de réinjecter l'électricité sur le réseau? Alors, si nos groupes électrogènes tournent pour nos serveurs, on ne va pas en réinjecter à ce moment-là. D'accord. Voilà. Voilà, c'est plus un sujet d'effacement. Après, sinon, parce qu'on a quand même besoin de faire tourner nos clients. Ok. Donc, si on retient globalement, on est en très grande baisse sur les data centers. C'est quasiment une baisse de plus de 50% en quelques années, là, si je prends bien. Voilà, sur la partie refroidissement, clairement, il y a 15 ans, on était sur des bâtiments à 2. Aujourd'hui, on a un parc qui est autour d'1,5. Et ce qu'on construit est entre 1,2 et 1,3. D'accord, merci beaucoup. Alors, peut-être maintenant, pour revenir sur aussi de manière transversale, on va regarder la partie réglementation. Je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières années. On parle du CSRD, qui oblige tout le monde à avancer au moins dans le même sens. Antoine, est-ce que tu peux nous donner un éclairage sur cette partie-là et puis nous dire aussi ce qu'on attend dans les prochaines années sur ces sujets-là? Oui, bonjour à tous.
Paul Loisel, associé au cabinet d'avocats Auric. Moi, je suis spécialisé en énergie et infrastructure. Je travaille à Paris pour des sponsors industriels, sponsors financiers et pour des prêteurs dans le cadre de projets d'énergie et d'infrastructure. Alors, Auric, c'est un cabinet international avec 25 bureaux dans le monde, mais une de nos spécificités, c'est qu'on est secteur focus. Et on a 4 secteurs, et un de nos 2 secteurs principaux, c'est l'énergie, l'infrastructure et la tech. Et à travers le monde et l'expérience de nos clients, on a un poste d'observation sur ce qui se passe sur le marché. Je suis très content d'intervenir aujourd'hui, puisqu'on a effectivement des clients qui sont aux avant-postes de cette transition énergétique, et le digital fait partie de cette aventure. D'ailleurs, en fait, on parle d'énergie et d'infrastructure, mais on voit une convergence entre l'énergie et la tech et l'infra et la tech. On parle d'énergie tech, d'infratech. Je vais essayer de vous donner quelques exemples aujourd'hui de ce qu'on voit, nous, sur le marché. Alors, nous, les juristes, on aime bien les définitions. Infrastructure digitale, on l'a dit, hein, c'est les réseaux de fibres, c'est les tours télécoms, la 5G, les data centers. Ça a été dit. Moi, je rajoutais 2 autres infrastructures qui prennent de la place aujourd'hui sur le marché. C'est les infrastructures d'IRVE, donc de recharge de véhicules électriques. Et puis aussi les dossiers de stockage. Hein, donc, c'est des projets de batterie pour contribuer à la stabilisation des réseaux, à la résorption de la problématique de l'intermittence des énergies renouvelables. Et participer à la stratégie aussi d'effacement, on pourra en reparler. La décarbonation de l'économie, pour nous, c'est quoi? C'est un processus de réduction des émissions de CO2 générées par l'activité économique. Et donc, comment, aujourd'hui, on peut réduire ces émissions? Il y a 2 axes. Un, l'utilisation des énergies renouvelables. Et quand je dis énergie renouvelable, on parle de décarbonation. Le nucléaire, aujourd'hui, dans notre industrie, redevient, entre guillemets, une énergie propre, en tout cas décarbonée. Je vous donnerai des exemples, c'est très frappant, notamment s'agissant des data centers. Et deuxième axe, c'est l'utilisation d'une technologie propre et d'un processus optimisé, l'optimisation des data centers, par exemple. Alors, c'est vrai qu'en réfléchissant à cette conférence, moi, je me suis dit... finalement, la part des infrastructures digitales dans la consommation d'énergie augmente. On parle de l'utilisation d'intelligence artificielle générative, de big data, d'Internet des objets. Ça consomme de l'énergie. C'est un peu le premier réflexe, on va dire. Par exemple, vous prenez un pays comme l'Irlande, 18% de la consommation de l'Irlande, c'est des data centers. 18%. En France, on est plutôt autour de 2, alors on est parlé au global 2,9, 3%, mais c'est une part qui va aller croissant dans la consommation. Donc, il est important de se préoccuper et d'optimiser les processus et de voir comment le digital peut apporter des solutions. Et du coup, nous, on identifie plusieurs verticales. Il y a la production d'énergie, il y a son stockage, il y a son transport, et enfin, il y a sa consommation. Et la consommation, c'est des data centers, on en parle beaucoup, mais c'est un de ces 4 axes. Donc il y a beaucoup plus de la dimension du sujet, nous, de notre point de vue, est encore plus grande que simplement la consommation. Donc du coup, au niveau du cadre réglementaire, nous, ce qu'on identifie, pour que ce soit au niveau des sponsors ou des prêteurs, ce qui est fondamental, c'est d'avoir un cadre réglementaire stable et prévisible. Je donnerai l'exemple, par exemple, du plan France Très Haut Débit, que beaucoup de gens connaissent autour de cette table. C'est un plan qui a été élaboré en 2013 pour fibrer la France. Et au bout de 10 ans, un peu plus maintenant, on arrive dans le peloton de tête, voire mondial, des pays, je parle de la France, fibrés. Donc vous avez 85-90% du territoire fibré par rapport à des pays comme l'Allemagne où ils sont qu'à 30%. Donc on voit l'impact positif qu'une réglementation peut avoir sur le déploiement d'une technologie. Mais une fois que vous avez déployé la fibre, vous utilisez la fibre pour connecter des tours télécoms, puisqu'en fait pour déployer de la 5G, il faut que la tour télécom soit raccordée en fibre. Puis ensuite vous raccordez des data centers, vos clients ont accès à la 5G, à la fibre, et consomment de plus en plus de contenu. Donc vos data centers font tourner de plus en plus de contenu et consomment de plus en plus d'énergie. Donc ça crée un écosystème
qui est optimisé, mais qui consomme de l'énergie. Donc comment tout l'enjeu, c'est d'arriver à réduire cette consommation, en tout cas à l'optimiser. On a parlé du règlement SFDR pour les gestionnaires de fonds. Les articles 8, les articles 9, ça a un gros impact en fait sur les investissements qui sont réalisés, même parfois plus que des contraintes réglementaires. Et ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on voit aussi que les prêteurs imposent ou proposent à leurs clients des outils de financement qui sont assis sur des performances, des KPIs qui sont définis dès la mise en place du financement. Et donc vous pouvez avoir ce qu'on appelle des Sustainability Linked Loans, c'est-à-dire des facilités bancaires dont la marge varie en fonction de la performance énergétique du projet. Et puis, vous avez de plus en plus, même quand il n'y a pas cet angle-là, les prêteurs qui demandent à monitorer, pour parler en bon français, la performance énergétique des projets. Donc, au-delà de la réglementation, les acteurs se sont saisis ces dernières années de ces enjeux, et ça contribue énormément à la réduction de la consommation. Parfois même plus que la réglementation. Si on prend l'exemple des data centers, qui est assez intéressant, vous avez une réglementation européenne, une directive de 2023 et un règlement délégué de 2024 sur les data centers. Et quand vous regardez dans le détail, ils sont assez peu prescriptifs. C'est-à-dire que on sent que la Commission est dans une phase d'observation des acteurs du marché. Et on va aller vers plus de réglementation après, mais il y a aujourd'hui une remontée d'informations du terrain pour arriver à calibrer des réglementations qui ne soient pas trop disruptives de la filière. Et en réalité, c'est une filière qui s'est autorégulée. Quand vous regardez, on parlait du PUE, alors tout le monde en a parlé, c'est très intéressant. Le PUE, c'est un métrique qui a été élaboré en 2007 de mémoire. C'est en fait un consortium d'industriels qui se sont réunis pour dire comment on va optimiser nos data centers. Mais ce n'est pas la réglementation qui a imposé ça, c'est les industriels eux-mêmes qui se sont dit voilà, pour nous pouvoir se comparer entre nous, pour améliorer les choses, on va mettre en place ce métrique. Et aujourd'hui, c'est le métrique le plus important dans l'industrie. Donc il y a un rôle prépondérant des industriels et de la réglementation. J'ajouterais sur la réglementation, et au-delà des data centers, aujourd'hui, on voit des mécanismes d'incitation. On est à Bercy, donc on peut saluer certaines initiatives qui ont été prises. Par exemple, des crédits d'impôt. Je parle par exemple à la C3IV. La C3IV, c'est quoi? C'est un crédit d'impôt qui a été mis en place en mars 2024 pour accompagner la réindustrialisation de certains secteurs. Ça concerne les batteries, ça concerne l'éolien, le solaire et les pompes à chaleur. Donc les industriels qui investissent en France dans ces secteurs peuvent avoir accès à des crédits d'impôt. Vous avez aussi la GPS, la garantie des projets stratégiques, qui arrive de plus en plus. C'est une garantie qui est donnée par BPI pour le compte de l'État pour garantir des prêts de projets stratégiques de réindustrialisation en France avec toujours un angle d'énergie verte. Et donc ces industries-là, je vous donne un exemple, par exemple les gigafactories. Gigafactories aujourd'hui, permettent de réindustrialiser le tissu économique français avec des batteries propres pour l'industrie automobile. Donc les pouvoirs publics accompagnent cela avec pas tant de la réglementation que de l'incitation avec du crédit d'impôt ou des mécanismes comme la GPS. Et enfin, je rappellerai simplement que dans ce qui concerne les data centers, c'est intéressant de noter que les acteurs se sont saisis du sujet en 2021 avec le Climate Neutral Data Center Pact, pas Act, mais Pact. C'est-à-dire, c'est un engagement que les industriels ont pris vis-à-vis de la Commission pour utiliser des énergies renouvelables à hauteur de 75% en 2025 et à 100% en 2030 dans les infrastructures de data centers en Europe.
qu'on voit bien aussi le rôle que les industriels ont dans cette transition. Enfin, peut-être, je donner quelques exemples pour sortir un petit peu de la réglementation sur vraiment moi, ce qui m'a marqué ces derniers mois, parce qu'on voit une accélération vraiment de ces sujets. Vous avez un de nos clients qui est Microsoft, pour ne pas le citer, ça c'est public, qui a signé un des plus gros PPA du monde avec Brookfield. C'était il y a 6 mois. On les a accompagnés par ailleurs pour la réouverture du réacteur numéro 1 de 3 Mile Island en Pennsylvanie. Alors c'est un site qui est connu pour son accident nucléaire de 1979, mais aussi du coup aujourd'hui les hyperscalers réouvrent des centrales nucléaires pour faire tourner leur data center. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le changement de paradigme, c'est-à-dire qu'en fait on va mettre des réacteurs nucléaires pour faire tourner des data centers. Mais le thème, c'est décarbonation, effectivement. Je le disais en introduction, le nucléaire, c'est décarboné. Google va acquérir 6 Small Modular Reactors pour faire tourner ces data centers aux États-Unis. Amazon va ouvrir, pareil, a signé un PPA d'origine nucléaire pour ces data centers, également en Pennsylvanie. Et donc, aux US... quand vous parlez de nucléaire, c'est décarboné, c'est propre, c'est green. En France, en Europe, parfois, il y a un débat sur le sujet. L'Italie a dit qu'ils ont déclaré qu'ils allaient réouvrir des centrales nucléaires, mais c'est un horizon 2050, parce que ça fait partie de la transition énergétique. Il y a quelques années, on ne parlait pas de nucléaire dans ces termes-là. Donc ça, c'est un élément, je trouve, très intéressant aujourd'hui à avoir en tête. Peut-être, on a parlé de la chaleur fatale des data centers. Alors, la chaleur fatale, c'est quoi? C'est la chaleur excédentaire générée par les équipements du data center. Et c'est souvent considéré comme quelque chose de négatif dont on cherche à se séparer. Je vais vous donner 2 exemples, si vous me laissez encore 2 minutes. 2 exemples de ce qui marche ou ce qui marche un peu moins bien. Sur les infrastructures existantes, c'est plus compliqué d'optimiser la consommation énergétique. En revanche, sur les nouveaux data centers, ils peuvent être créés avec les meilleurs équipements et pratiques. Donc, je vous donne un exemple. On a un client qui vient de lever, qui s'appelle PolarDC, qui vient de lever 150 millions auprès de HIG pour déployer des data centers qui sont équipés pour l'intelligence artificielle générative dès le départ, et qui utilisent de l'énergie renouvelable à 100% dès le départ. Donc vous voyez bien, il y a un critère pour les investisseurs de rentrer dans des projets qui sont efficaces énergétiquement. Vous avez par exemple un autre exemple, Equinix, qui a ouvert le data center du centre olympique de Saint-Denis. Donc ça, c'est tout récent, ça vient d'être ouvert en juin 2024. Alors, le data center alimente la piscine, alimente 1000 logements et est connecté au réseau de chaleur urbain de la ville. Là, on voit bien l'intégration du digital dans le paysage local. Et voilà. Pour ceux qui s'intéressent à ces sujets, j'ai un article la semaine dernière dans les Échos sur Digital Realty. Alors, eux, ils ont implanté un data center de 130 MW à la Courneuve, et ils envisagent d'en implanter un deuxième dans une commune qui s'appelle Duny, toujours en Seine-Saint-Denis, 200 MW. Ils ont dû tirer un réseau électrique pour alimenter le data center, parce qu'il est très gros, bien sûr. Il y a 108 groupes électrogènes. Paul, on va peut-être essayer de donner un tout petit peu la parole à la salle. Donc, si vous... Bien sûr. Et conclure. Et du coup, pour conclure, il y a un véritable enjeu d'implantation des projets dans l'économie locale et dans le paysage local pour s'assurer que les externalités, on va dire, négatives deviennent des externalités positives et utiliser cette chaleur pour chauffer et pour la communauté. Je crois que c'est une très jolie conclusion en tous les cas de ton intervention, puis qui reprend aussi ce qui a été dit par Antonin. Alors voilà, on avait décidé de garder un quart d'heure pour laisser une interactivité avec la salle. On n'a pas été très bon sur ce que-là, mais il nous reste quand même 10 minutes, un peu plus. Donc si vous avez des questions auprès de nos différents intervenants, je vous en prie. Monsieur, si vous pouvez vous présenter avant de poser votre question, ce serait super. Bien, pour
cette conférence. Donc, je m'appelle Abel Merbier, je suis de la Banque de France. Donc, vous avez parlé effectivement de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'empreinte carbone. Il y a un sujet qu'on entend souvent parler aujourd'hui, mais vous n'avez pas cité, c'est la montée en puissance des crypto-monnaies. Et surtout l'activité des minages, la production des bitcoins en fait. Et apparemment, au niveau mondial, d'après nos chiffres, on est à peu près autour de 0,5% de consommation mondiale, juste pour produire les bitcoins. Est-ce que cette activité-là, est-ce que vous avez des chiffres concernant cette activité-là en France, et est-ce que ça vous inquiète, entre guillemets, comme les autres aspects? Des chiffres non, mais votre question renvoie à la question de la puissance de calcul et à l'énergie induite par les capacités de calcul complémentaires. Vous parlez des bitcoins, on a évoqué l'intelligence artificielle, et là on n'est pas sur 0,5, on est sur beaucoup plus. L'arrivée de l'intelligence artificielle, ça a été évoqué, va potentiellement augmenter considérablement la consommation d'énergie, pas uniquement du fait du stockage des données qui sont toujours en plus grand nombre, mais aussi du fait, et c'est votre cas, de la puissance de calcul nécessaire dans les différents centres de calcul. Et c'est pour ça que l'humanité n'est jamais en reste quand il s'agit d'innover, et le meilleur facteur d'innovation, c'est toujours la contrainte. Je vais d'ailleurs prendre un exemple pour ça, pour dire que la contrainte est un facteur vertueux. C'est l'hiver 2022-2023 en France, où l'explosion des coûts d'énergie a conduit toute la filière des infrastructures numériques, mais même toute l'économie française, à se pencher très sérieusement sur notre consommation énergétique, avec des impacts, en tout cas dans notre filière, que nous avons pu présenter et qui ont été significatifs et qui ont donné naissance à des guides pratiques. Et pour revenir sur la question de la puissance de calcul et la matière d'innovation, moi je pense qu'il nous faut lier directement cette menace, ce risque de croissance de puissance de calcul nécessaire et donc d'énergie consommée à l'évolution du quantique, qui est une opportunité extraordinaire avec une réduction incroyable de l'énergie nécessaire pour beaucoup plus de calculs, des millions de fois plus de calculs. Donc investir dans le quantique aujourd'hui, c'est aussi préparer la décarbonation de demain. Je sais que nous sommes sur des cycles de 10, 20 ou 30 ans, mais c'est stratégique de ne pas laisser passer cette étape-là, en plus des enjeux économiques et militaires sous-tendus. Merci Philippe. Juste pour ajouter sur le Bitcoin, en fait on parlait de l'effacement tout à l'heure. Aux États-Unis, il y a un marché de l'effacement sur le Bitcoin. En fait, les mineurs ont dit, nous, on consomme beaucoup d'énergie. Alors, je ne rentre pas dans le débat si c'est bien ou pas bien. Mais les mineurs ont dit, écoutez, nous, on est conscient qu'on consomme beaucoup d'énergie et que si, à un moment donné, si la consommation d'énergie dépasse la production, le réseau tombe. Donc, il y a un marché qui s'est mis en place pour dire, en fait, nous, on peut s'arrêter de temps en temps, c'est pas grave, mais on est rémunéré pour ça. Et du coup, il y a une stratégie d'effacement, pour le coup, qui est beaucoup plus efficace avec les crypto-monnaies qui est possible et qui existe voilà, avec cet exemple-là. Toujours plus dans l'incitation que dans la régulation, j'ai l'impression, dans ce domaine-là. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a été trop clair, pas assez clair, trop technique? Bon, alors moi, je vais en reposer un petit peu, parce que du coup, les interventions me donnent... Aujourd'hui, on voit quand même pas mal... Enfin, j'avais l'impression qu'effectivement, on parlait beaucoup de réglementation, à la limite au niveau français, beaucoup de pactes, on parle beaucoup de la France. L'Europe, là-dedans, elle se positionne comment? L'Europe, on a parlé de CSRD, on a parlé de SFDR. Ça, c'est de la réglementation sur la communication extra-financière et la réglementation des investisseurs. Je trouve que là, c'est un apport considérable à la transition. On a parlé des articles 8, article 9, c'est vraiment ça qui est important. Je pense on peut prendre aussi l'exemple du règlement AFIR. AFIR, c'est un règlement européen de 2023 pour le déploiement d'infrastructures de carburants alternatifs. Je vous donne un exemple. L'Europe veut, à horizon 2030, que tous les 60 km, il y ait une borne de recharge IRVE. Ça va être imposé sur le réseau transeuropéen de transport. En réalité, il va falloir beaucoup plus que ça, mais l'Europe fixe un cadre. Il y a des conséquences immédiates et concrètes. Par exemple, sur les aéroports, quand vous prenez l'avion qui est stationné sur votre tarmac, il a un réacteur auxiliaire qui consomme de l'énergie.
à partir du 31 décembre 2024, en Europe, dès lors que votre avion sera amarré à l'aéroport, pas quand il est déporté sur un tarmac avec les low cost, vous allez devoir utiliser le réseau électrique de l'aéroport pour alimenter l'avion. Et donc le réacteur auxiliaire devra être éteint. Et ça, c'est une réduction drastique des émissions de carburant des aéroports. Donc il y a des impacts concrets. Par exemple, la semaine dernière, Vinci Airport a communiqué sur le sujet. À l'aéroport de Nantes, ils vont raccorder 12, donc ils ont 12 postes pour les avions. Voilà. Donc vous allez avoir 12 avions qui, en permanence, n'auront plus de réacteurs allumés à l'arrêt toute la journée, juste pour mettre la climatisation, l'éclairage et allumer le cockpit. Donc c'est considérable. Ça, c'est grâce au digital un peu quand même, c'est ça. Et c'est du digital. C'est la contribution, d'accord. Exactement. Donc il y a des conséquences concrètes de la réglementation. Et moi, alors, pour conclure vraiment, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a un véritable accompagnement des pouvoirs publics au niveau européen et au niveau étatique pour accompagner la décarbonation. Il y a une vraie prise de conscience quand même qu'on n'avait pas il y a 5-6 ans. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question aussi à notre partenaire financier. C'est vrai que ça coûte de l'argent. Enfin, on se rend compte que toute cette partie maîtrise de la décarbonation, enfin, c'est des nouveaux processus, c'est des nouvelles façons de travailler qui est souvent coûteuse, hein, notamment pour des projets qui ne sont pas greenfield. Comment est-ce que vous le valorisez en tant qu'investisseur, hein, puisque est-ce qu'entre un projet qui, on va dire, avoir un TRI plus faible, mais qui sera très positif, qui sera du niveau 8 ou 9, et un projet qui est à l'inverse, comment vous valorisez ça, vous, au niveau du BS? Alors, c'est une question en même temps simple et compliquée. Simple parce qu'on a des engagements vis-à-vis de nos investisseurs, on vise des TRI, et on essaie de faire le maximum pour y arriver. Donc, quand on va regarder un projet d'investissement, si le TRI est en dessous des espérances, on va pas regarder le projet. C'est simple. Après, on a aussi des objectifs aussi des RSE. Comme je le disais tout à l'heure, on a des fonds article 8, donc on a un certain niveau d'exigence en termes de transition énergétique. Donc, on va devoir prendre en compte, on va dire, l'état actuel, on va dire, de la consommation carbone, mais aussi comment on va pouvoir travailler pour pouvoir réduire cette consommation carbone. Donc, la façon dont on va regarder, c'est plutôt, on va regarder un projet, on va dire, qui fonctionne en termes de TRI pour nous. Et après, on va regarder, d'accord, voilà les challenges qu'on a identifiés dans notre due diligence en termes de consommation carbone, en termes d'efficacité énergétique. Donc, comment on va pouvoir, on va dire les adresser. Donc, on va regarder le plan de CAPEX, combien ça va coûter. On va regarder si ça fonctionne toujours en termes de TRI. Et on va voir aussi si ces projets, on va dire, pour rendre un actif plus vert, permettraient potentiellement aussi d'avoir, on va dire, un upside économique. Par exemple, ce qui est important, quand nous, en tant qu'investisseurs, on pense à la sortie. Donc, on est un investisseur long terme, on va penser à une dizaine d'années. Au bout de 10 ans, si votre actif n'a pas, on va dire, les critères d'énergie de transition qui seront ce qu'on pense dans le marché dans le futur, il y a une forte chance qu'il y aura des problèmes pour sortir cet actif, pour vendre cet actif. Donc, dans notre critère d'investissement, on doit mettre en place tous ces jalons, tous ces objectifs pour pouvoir rendre l'actif plus vert, on va dire, atteindre ces objectifs de transition énergétique pour pouvoir arriver au retour que l'on vise. Donc, tout ça, finalement, semble être lié. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'effectivement, on a quand même intérêt à investir dans ces domaines-là, à la fois pour voir que vos fonds puissent sortir plus tard mieux et que nous, on puisse se revendre mieux plus tard. Merci beaucoup. Est-ce qu'il reste encore une ou deux dernières questions? Voilà. Et puis sinon, on va conclure. Oui? Non? Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère qu'on vous a intéressés. Et puis, très bonne continuation dans ce colloque InfraWeek. Merci beaucoup à tous et merci aux intervenants.